Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cet instant Géopo avec Dr Kouaté Oumou, présidente du collectif des Ivoiriens de France pour la démocratie et les droits humains. Mais avant de commencer le débat avec elle, l'actualité est très chargée au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi. J'ai l'honneur de vous présenter une récompense que votre média Rebelle Pacifique, RP Média, a reçue ce vendredi de la part des 2G Awards. Donc 2G Awards, c'est une institution qui récompense les talents franco-maliens. Et donc nous avons eu l'honneur, grâce à vous, d'être primés. Donc on vous dit merci et ce n'est que le début. Et donc nous avons reçu un diplôme que voici et aussi un trophée. Donc on vous dédie à vous tous, spectateurs qui permettent à ce média de vivre. Bonjour Kouyaté Oumou. Bonjour, monsieur. C'est votre première fois sur notre plateau, on vous remercie et c'est une première et ça, il y en aura d'autres. Et donc, présentez-nous un peu la structure que vous gérez au sein de la diaspora ivoirienne en France. Merci déjà de me donner la parole en tant que société civile qui évolue dans les médias au niveau de la diaspora malienne. Je suis très profondément émue par cette invitation parce que c'est une première. Hein, et ça, c'est avec toute fierté que je vois, en tout cas, je collabore avec une société civile évoluant, en tout cas, dans votre dynamique. Merci et surtout bonne continuation. C'est une fierté pour nous aussi de vous avoir. Merci beaucoup. Donc, le collectif des Ivoiriens de France, dont je suis la cofondatrice et en même temps présidente, a été créé suite à la première association qui s'appelait le collectif des Ivoiriens de France. Donc, dans une dynamique de non seulement mettre les objectifs qu'est la fédération de toute la diaspora ivoirienne, mais aussi de mettre en avant les éléments essentiels qui sont la défense de nos droits sur le territoire français ici, mais également sur notre territoire en Côte d'Ivoire, et également de mettre en place une meilleure visibilité des Ivoiriens de la diaspora que nous sommes. Donc ça a été créé dès les années 2000, et partant de ce fait-là, nous avons collaboré avec différents organes de la société civile, mais également des partis politiques ici, pour parler de démocratie. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous, ça c'est un secret de polichinelle, que les questions, ou du moins les enjeux liés à la démocratie, restent un élément essentiel pour notre continent, plus exactement nos pays d'Afrique subsaharienne. Passez-moi le mot, depuis peu au Burkina Faso, depuis le jeudi dernier, il y a un jeudi de la Révolution où une jeunesse une jeunesse répue aux valeurs fondamentales a décidé de chasser le dictateur. Donc, pour faire court, le collectif des Ivoiriens de France pour la démocratie et les droits humains, en tout cas, se bat essentiellement pour ces objectifs que je viens on va en arriver au Burkina Faso, mais avant, on va parler de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quel est l'état, déjà en moins d'une minute, quel est l'état de la diaspora ivoirienne de France? La diaspora ivoirienne de France, pour tout vous dire, est une diaspora, comme vous le savez, qui est arrivée, c'est une immigration plus récente, comme vous le savez, par rapport à la diaspora malienne, qui est arrivée juste au lendemain des années 90. Il faut dire que les Soninké, ils étaient très mobiles à l'époque. Tout à fait. Ils sont arrivés un peu avant beaucoup de gens. Tout à fait. Donc la diaspora ivoirienne, il y en avait un peu avant, mais c'est suite au décès du premier président, Félix Houphouët-Boigny, et aussi avec les politiques d'ajustement structurel des années 90-89 qui ont ébranlé un peu notre sous-région, partant de tout le continent africain, que les Ivoiriens ont jugé nécessaire, ou du moins utile, de s'exiler. En fait, la Côte d'Ivoire avait connu ce qu'on appelait le miracle ivoirien sous Houphouët. Ça a été fait à base de cacao, de café et de grands travaux de BTP un peu partout. Ça se voit quand on visite ce pays-là. Mais aujourd'hui, ce que nous, on a envie de savoir, est-ce que la communauté ivoirienne, parce que la Côte d'Ivoire a été éprouvée par un processus juste après la mort d'Houphouët, on a eu Bédié qui avait baoulettisé le
pouvoir. Ensuite, Guy Robert qui avait yacoubatisé ou guérétisé le pouvoir. Et ensuite, Babo Laurent qui est venu, qui a bétéisé le pouvoir. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara est là. Est-ce qu'il a djoulatisé le pouvoir? Est-ce que la diaspora ivoirienne est l'image de ce qui se passe? Est-ce que les Ivoiriens de France sont unis? Non, non. Ça sera un euphémisme de dire que les Ivoiriens de France sont unis. Bien évidemment, vous l'avez énuméré avec les différentes genèses que vous évoquez. Évidemment, la crise ivoirienne s'est invitée dans la diaspora. Ce qui est malheureux, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure que les objectifs fondamentaux du collectif des Ivoiriens de France étaient de fédérer, de rassembler les Ivoiriens autour d'un idéal tant démocratique, mais un idéal aussi qui se veut de mettre leurs droits fondamentaux en jeu, enfin leurs droits fondamentaux au centre du débat en France, quand on sait que la visibilité de nous, Africains, au niveau de ces instances-là françaises, reste un leurre. Donc, pour faire court, la crise s'est invitée dans la diaspora afin que les Ivoiriens, plus que jamais, sont divisés. Non seulement divisés, mais en quelque sorte communautarisés. Mais quels sont les... On va dire ça. Est-ce que pour être divisé, soit il y a une division au niveau de la couleur, au niveau de l'ethnie, au niveau du parti politique, au niveau social aujourd'hui? Quel est l'élément central qui permet d'identifier la division au sein de la diaspora ivoirienne en France? Pour faire court, deux éléments fondamentaux. Il y a une division communautariste, une division politique aussi, parce qu'aujourd'hui, les leaders politiques se sont invités dans le débat démocratique. On va approfondir un peu la division communautaire. Est-ce que ça rejoint ce que je disais? Est-ce qu'Alassane Ouattara a djoulatisé le pouvoir au point que la diaspora ivoirienne se retrouve à travers cette division, à travers cette djoulatisation donc, qui s'oppose aux autres, au Baoulé, au Bété, au Guéro, au Yacouba, à tout le monde? Est-ce que c'est le schéma qu'on pourrait voir? Ça sera aller trop court dans le débat. Comme vous dites de faire court, mais on ne peut pas parler de cela sans aller dans les racines de la création de la nation ivoirienne en tant que telle. On peut le faire en 2 minutes? En 2 minutes, rapidement. Je vous fais confiance. La nation ivoirienne, comme vous le savez, tant bien que moi, est issue d'une construction d'immigration qui part un peu du Mali, qui part du Sénégal, non pas du Sénégal, qui part de la Guinée, de Sierra Leone, du Libéria, etc., et de la Guinée. Burkina, Ghana, etc. Donc, cette construction fondamentale est un des éléments focaux de la nation ivoirienne. Donc, aujourd'hui, parler des ethnies ivoiriennes sans parler de toutes ces ramifications ethniques, ça sera un peu faux. Donc, vous le savez, pendant les grandes heures de la colonisation, le colon, l'administration coloniale, est allé chercher les bras valides au-delà du territoire ivoirien, parce que ce n'était pas encore un pays, c'était un territoire sous occupation coloniale, est allé chercher les bras valides, tant au Mali, tant, qui ne s'appelait pas le Mali d'ailleurs, si vous me permettez, ça s'appelait le Soudan français, est allé chercher les bras valides de part et d'autre du territoire ivoirien. Donc, mus de cette construction-là, les Ivoiriens ont bâti une nation forte autour de ces différents groupes ethniques. Est-ce qu'aujourd'hui, vu qu'il y a un leader politique, en l'occurrence Henri Konan Bédié, qui a brillé par un échec criard et qui s'est imposé par une division ethnique, un repli identitaire, en mettant là l'ivoirisation des cadres au départ, qui va susciter l'émoi, qui va susciter un ressenti au niveau de la population ivoirienne, qui feront qu'il y a un groupe qui se portera, enfin qui s'érigera contre un autre groupe, notamment les Ivoiriens du Sud, du Centre, qui vont aller à l'encontre des Ivoiriens du Nord. Donc, les années 90 seront caractérisées par ces éléments et nous allons arriver à ces replis-là, à cette ivoirisation, cette ivoirité que vous avez si bien évoquée, qui feront vraiment des émules dans la classe politique. Parce que quand bien même le président Gbagbo, aujourd'hui, qui est malheureusement à La Haye,
qui est un homme de gauche par essence, n'a pas hésité à jouer avec ses filles ethniques. Donc, pour faire court, M. Alassane Dramane Ouattara, qui à l'époque a été un objet fondamental de cette cristallisation ethnique, vient avec tous les éléments que vous avez, je suppose, au niveau de la crise post-électorale qui a secoué la Côte d'Ivoire de 2011. Qui a secoué même la sous-région ouest-africaine. Est-ce qu'il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est à 60% à la création du franc CFA à travers la raison d'ailleurs pour laquelle tous les directeurs généraux de la Banque centrale ouest-africaine sont ivoiriens, c'est dans les textes. Et donc ça n'a pas secoué que la Côte d'Ivoire, c'est toute la sous-région ouest-africaine. Voilà, qui lui-même, cette concentration, je dirais, ce repli identitaire s'est cristallisé autour de lui, n'a pas hésité, lorsqu'on sait comment il est arrivé au pouvoir, à jouer avec encore une fois les fibres identitaires. Donc nous connaissons aujourd'hui le rattrapage ethnique qui est un élément aujourd'hui, j'étais en Côte d'Ivoire il y a encore un mois, qui reste vraiment sous-jacent dans la société. En fait, aujourd'hui, il est en train de reproduire le schéma qu'a fait la défaite de Gbagbo, qui a fait la défaite de Gueye, qui a fait la défaite de Gbagbo Laurent. Plus précisément. Voilà. Et lui, il va plus loin parce qu'aujourd'hui, il y a une installation du clan Ouattara au pouvoir à tous les échelles. Par exemple, son propre frère est le ministre des Affaires présidentielles. Oui, est à la présidence. Vous qui avez fait des études poussées jusqu'à être couronné de docteur, c'est quoi les affaires présidentielles? Bon, les affaires présidentielles, c'est tout ce qui touche le social, mais aussi des fonds cachés qui échappent un peu aux citoyens lambda. Ces fonds cachés-là, de quoi s'agit-il? Il y a une caisse noire et dès l'instant où le président est en difficulté, ou du moins s'il veut la chute des voix électorales, il décaisse ces fonds-là à partir de ce moment. Mais permettez-moi, parce que c'est important, que je revienne un peu sur le rattrapage ethnique qui sévit actuellement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand tu t'appelles Kouyaté, comme je suis, tu t'appelles Diarra ou Dambélé, parce qu'il y en a pas mal, tout de suite, tu es frappé de ce saut-là, malgré tes compétences, malgré ton savoir. On dit, bon, écoute, s'il est là, c'est parce qu'il a été rattrapé. C'est le nouveau mot. Donc, il est temps, pour faire court, que nos autorités gouvernementales, nos autorités politiques essaient de créer ou de mettre en avant une Côte d'Ivoire, une indivisible, qui mettront au centre du débat les compétences. Les compétences, le savoir-faire, le savoir-vivre de l'individu de manière intrinsèque, qu'on ne se fie pas à l'ethnie ou au lignage ou au nom patronymique pour nommer les gens. Et malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit actuellement. M. Ouattara, vous l'avez vu, si vous consultez la lettre du continent, le dernier numéro, il a été question de son clan, où des jeunes filles sont nommées dans les bureaux ou les cabinets des ministres qui n'ont même pas compétence des bureaux de communication. Elles n'ont pas ces compétences-là et elles sont payées à peu près à $3 000 par jour. Donc suivez un peu mon regard. Il est temps que ces ferments-là, j'espère qu'il y aura une conscientisation de cette classe politique, où il y aura une conscientisation de la jeunesse. Parce que ce qui s'est passé au Burkina, j'ose croire que les Ivoiriens, il y aura cet éveil de conscience, que la jeunesse ivoirienne va s'emparer véritablement de ces questions. Parce que le repli identitaire aujourd'hui est vraiment dans la population ivoirienne. Et pour que nous allions vers une révolution à la burkinabé, vraiment, il y a du chemin qui reste à faire. Donc, pour revenir à l'actualité chaude, donc ce qui se passe au Burkina Faso avec la présence du président Blaise Compaoré dans la ville d'Oufoué-Boigny à Yamoussoukro, qui est un havre de paix comme Oufoué l'avait souhaité tout au long de sa vie. Comment vous l'expliquez quand on sait, est-ce que vous êtes surprise quand on sait comment Alassane Ouattara lui-même est venu au pouvoir, l'aide logistique et militaire que Blaise Compaoré a apporté aux troupes qui ont permis à Alassane Ouattara d'acquérir le pouvoir? Est-ce que vous êtes surprise aujourd'hui que Alassane Ouattara soit le seul président en Afrique de l'Ouest ou à l'échelle mondiale d'accueillir l'exil du président Blaise Compaoré? Non, pas du tout, pas du tout. C'est un euphémisme. Sur mon post de Facebook, dès ce jeudi-là, j'annonçais déjà pour mes amis Facebook qui m'ont suivi, j'annonçais déjà que Blaise Compaoré... Vous êtes un oiseau de mauvaise augure. Alors. Voilà, que Blaise Compaoré, bon, suivez mon regard, c'était une boutade, suivez mon regard, vous verrez où il va aller. Donc, qu'aujourd'hui, dès hier, que RFI
annonce encore une fois que la femme de Blaise Compaoré était en Côte d'Ivoire, bon, c'était, enfin, mettre une petite goutte dans le café, c'était fait, puisque nous avons vu, c'est le retour de l'ascenseur, nous qui suivons de manière très objective la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire, que Blaise Compaoré était impliqué jusqu'au bout dans notre crise et que ne soyons pas étonnés qu'il y aura le retour de l'ascenseur. Et c'est ce retour de l'ascenseur-là qui est en train de se dérouler en ce moment. Ce retour, est-ce que le peuple aura à gagner dans ce retour? D'ailleurs, la population de Yamoussoukro, par exemple, oui. Si je ne me trompe, Yamoussoukro est peuplé à quasiment un tiers de Burkinabé. Oui. Et quand vous prenez la Côte d'Ivoire elle-même, il y a autant de Burkinabés que de Babou, autant de Burkinabés que de BT. Est-ce que si la composition du tissu burkinabé de Côte d'Ivoire est majoritairement contre le président Compaoré, est-ce que la crise burkinabé ne va pas s'exporter en Côte d'Ivoire et réveiller un peu, parce que les canons, comme j'ai fait un article sur le site RP Média où je disais que si le statu quo s'éternise à Ouagadougou, c'est-à-dire que si Blaise Compaoré reste à Ouagadougou, réfugié à l'ambassade de France ou ailleurs, le MNLA pourrait venir lui porter une main forte, parce que quand on rend service sur l'échiquier politique, c'est toujours animé d'une volonté de retour à l'envoyeur. Donc le MNLA serait venu porter main forte à Blaise Compaoré, parce que tout le monde sait que Blaise Compaoré a offert sa logistique, ses contacts, son carnet d'adresse au MNLA. Aussi, des présidents comme Alassane Ouattara, qui doivent tout à Blaise Compaoré, seront là pour envoyer des anciens combattants des forces nouvelles. Et un pays comme la Guinée, où le président Lassana Conté aujourd'hui, pas Lassana Alpha Condé, se comporte comme un voyou, ou un pays comme le Sénégal où Macky Sall, démocratiquement élu, qui cristallise quand même l'espoir de toute une jeunesse, se permet de valider le prolongement à vie des mandats de Blaise Compaoré. Donc il y avait tout un vivier de chefs d'État en Afrique de l'Ouest qui auraient apporté leur aide. Est-ce que cette crise-là, on n'est pas à un début d'un bouleversement sous-régional avec la présence de Blaise Compaoré, non en prison, mais à Yamoussoukro? Avant de répondre à votre question, il y a un élément central qu'il faut évoquer, c'est le rôle que Blaise Compaoré a joué et le soutien surtout de la France. Ça, il faudra que nous nous arrêtons là-dessus. Le soutien Blaise Compaoré vu comme le support. Parce que si vous voyez toutes les crises qui ont lieu, le support de la France, toutes les crises qui ont lieu dans la sous-région, Blaise Compaoré, comme par miracle, par enchantement, c'est toujours érigé en tant qu'intermédiateur, en tant que celui qui vient résoudre les conflits. Donc, ne soyons pas surpris que, en tout cas, cette fêtière-là guerrière, excusez-moi le mot, cette fêtière guerrière-là s'invite en Côte d'Ivoire. Ça, il y a très longtemps, nous le pensons. Même avant que le MNLA, la guerre du djihad explose dans le nord Mali, moi j'y ai pensé, je me suis toujours dit que cette guérilla-là, ou cette guerre-là au niveau des islamistes, va s'exporter. Pour m'arrêter tout simplement sur la ville de Bouaké. J'ai mené des enquêtes là-dessus. Lorsque la guerre au nord Mali a éclaté, nous avons vu plus que jamais qu'il y avait une islamisation de fond, une islamisation de fait qui s'était emparée de cette ville-là de Bouaké. Pour vous situer un peu, la ville de Bouaké, c'est un peu le carrefour entre le Mali, le Burkina, la Guinée, etc. Donc toutes les ethnies, tous les groupes ethniques là, se retrouvent dans cette ville-là. Donc j'ai eu peur à un moment donné. Mais bon, puisqu'il y a des quartiers qui ont été emparés, qui ont été pris par les djihadistes, vous me direz que oui, quel est le rôle de la femme joué dans tout cela? Les femmes, c'est une propriété. Les femmes, à travers les djihadistes, c'est du matériel tout simplement. Les violations qu'elles subissent. Vous me direz encore ce qui s'est passé avec Boko Haram, avec la prise en otage de ces jeunes filles-là. Mais tous les jours, les femmes sont prises en otage. Tous les jours, les droits des femmes sont violés. Tous les jours, des petites filles sont mariées de force. Donc, au jour d'aujourd'hui, est-ce que nous sommes véritablement dans une universalité des droits? Sommes-nous véritablement dans un respect strict des femmes-là? A contrario, je reviendrai aussi. Est-ce que les femmes ne sont pas elles-mêmes victimes de leurs droits qui sont tirés un peu vers le bas? Parce que quand on sait que c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui est la matrice de la vie,
est-ce que nos femmes, nos sœurs n'ont pas intérêt aussi à prendre conscience de ces enjeux-là, à se mettre au devant des réalités qui les impliquent, en ne restant pas seulement sous l'ornière des hommes? Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Des poids rétrogrades, des poids traditionnels qui tirent la jeune fille vers le bas en disant, vous me permettrez de parler un peu le malinqué, on est idée le balmaya. C'est ce langage que nous entendons tous les jours. Voilà, dans les chansons populaires, dans les chansons traditionnelles, accepte la soumission de l'homme. Non, nous sommes aujourd'hui à l'orée du 21e siècle. Mais est-ce que cette phrase, il ne faut pas la mettre dans son contexte? Parce que des fois, quand on analyse, c'est-à-dire que quand on prend un élément d'une société et qu'on analyse avec les outils d'une autre société, est-ce qu'on ne passe pas du côté? En fait, cette phrase-là, peut-être que le vrai sens, la quintessence de cette phrase-là, elle est ailleurs. Parce qu'on dit aussi dans la même société que la nuit porte conseil. Est-ce que l'alchimie dans une famille ne passe pas par là? La soumission, ce n'est pas la soumission au sens Victor Hugo du terme, c'est peut-être autre chose. Peut-être qu'on n'a pas su traduire cette phrase-là dans la langue de Victor Hugo ou dans la langue de Molière. C'est peut-être pour ça que... Il y a beaucoup de phrases qui sont intraduisibles. Hein? Par exemple, le thème résilience. J'écoutais avec un ami il n'y a pas très longtemps des chansons, des griottes, puisque moi-même je suis ici de cette lignage-là. Des griottes maliennes. Des griottes maliennes qui parlaient, cette griotte-là, comment elle s'appelle? Safi Diabaté, qui parlait de Limania. Vous savez, Limania, j'ai eu du temps à penser, qu'est-ce que cela signifiait? Des semaines, je vous dis, des semaines de méditation sur le mot Limania. J'ai fini par trouver, c'est simplement la résilience. La résilience. J'avais jamais pensé au sens. Ah oui, c'est cela. Donc, pour revenir vers votre question, nous ne disons pas qu'ils font un affrontement frontal avec la jante masculine. Nous disons simplement qu'il faut vivre dans l'ère du temps. L'ère du temps aujourd'hui, ce n'est pas la soumission d'une classe ou d'un camp donné, ce n'est pas la soumission de la femme, ce n'est pas la soumission due au sexisme, mais c'est tout simplement, au jour d'aujourd'hui, vous conviendrez à moi, mon cher ami, vous êtes en France avec nous, si vous avez une compagne, c'est la répartition équitable, hein? La répartition équitable des charges familiales. Donc quand on parle d'un rééquilibrage de cette répartition, cela aussi s'ensuit avec des droits. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas dire, bon, vous les femmes, on le dit aussi, je vais parler un peu de Dula, Trafessiri, ou bien Natala, Lola et Nasson Dafa. Et en même temps, on vous dit, bon, une fois que vous avez fini d'avoir tous ces droits-là, de participer à la charge familiale, eh bien, quand l'homme parle, vous vous mettez derrière. Vous voyez, toutes les jeunes femmes sourient parce que je dis une vérité qui est vraie. Donc, si vous nous donnez des droits, acceptez aussi que nous ayons aussi cette démarche-là de dire les choses telles que ça se présente. Avant de terminer, je vais préciser une petite chose. RP Média, le média qui vous invite aujourd'hui à composer, a une variante élevée de femmes que d'hommes. Donc il y a plus de femmes que d'hommes dans les prises de décision dans ce média-là. C'est parfait, c'est bien. Bonne continuation. Pour terminer aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez proposé comme outil pour que le respect des droits humains, l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire soit effective? Pour tout vous dire, la société civile ivoirienne aujourd'hui n'a pas beaucoup de droits. Depuis, c'est vrai, depuis Bédier, en passant par Laurent Gbagbo et aujourd'hui M. Alassane Dramane Ouattara, la société civile ivoirienne est bâillonnée. Elle est bâillonnée, j'ai mené mes études, ma thèse c'était sur la société civile de Côte d'Ivoire de 2000 à 2011, elle est bâillonnée et souvent manipulée à travers des leaders politiques véreux qui l'utilisent à bon escient et qui, d'un instant où il y a un élément, où par exemple il y a un financement de la Banque mondiale ou du FMI ou de l'Union européenne, simplement, puisque aujourd'hui, vous le savez,
toutes les aides au développement obéissent quand même qu'il y ait une certaine visibilité de la société civile. Dès l'instant où il est question, dans un de leurs paragraphes, où il y a des amendements qui font fi de la présence de la société civile, ils vont tirer leur société civile à eux. Leur société civile à eux, aux partis politiques, qui viennent parler à leur nom. Tandis que les violations, les dénis des droits humains aujourd'hui, la société civile ivoirienne aurait pu s'emparer, par exemple, de l'emprisonnement des prisonniers politiques. De quels prisonniers politiques parle-t-on? L'on sait que, pour faire court, pour parler seulement de la crise post-électorale, il y a deux groupes qui se sont battus, deux camps qui ont violenté les Ivoiriens, deux groupes qui ont tué des Ivoiriens, qui ont commis les exactions les plus pires. Et aujourd'hui, en 2014, nous trouvons qu'il y a un seul groupe, il y a une impunité sous-jacente qui permet à un seul groupe d'être conduit à la CPI avec M. Laurent Gbagbo qui est là-bas, mais aussi tous ces leaders politiques qui sont emprisonnés à la maison d'arrêt d'Abidjan. Est-ce que vous pensez que Alassane Ouattara, donc pour que quelqu'un parte à la CPI, il faut que ce soit son pays qui demande à la Cour pénale internationale d'enquêter, de conduire. Donc Alassane Ouattara a permis l'emprisonnement de Laurent Gbagbo à la CPI et permet à Blaise Compaoré, dont le peuple s'est soulevé comme un seul homme qui aimerait bien le voir, soit en prison au Burkina Faso, soit à la CPI, mais que lui donne une sorte de porte de sortie honorable pour venir. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures chez Michel Alassane Ouattara? Bien sûr, ça saute aux yeux. Mais maintenant, vous voulez manger votre piment dans ma bouche, je vais vous donner un peu la moitié. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites que c'est nous sommes des infréquentables. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la CPI, c'est inimaginable. Nous avons, nous, en tant que société civile internationale, applaudi à l'avènement de la CPI. Mais au jour d'aujourd'hui, nous trouvons que cette CPI-là, elle est dans sa démarche très impartiale. Parce que depuis son avènement, c'est vrai, il y a eu les Milosevic qui ont été emprisonnés, qui en sont morts. Nous voyons que ce sont des dictateurs. Fussent-ils, je ne rentre pas dans leur démarche intrinsèque, ce qu'ils ont fait, qui sont conduits à la CPI. Quand on sait qu'il y a bien des gens qui ont leur place à la CPI. Par exemple, l'ancien président français, Sarkozy, il aurait bien eu sa place. Mais je pense que tous les anciens présidents français. Ah oui, oui, et tous. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous trouvons que ce sont des Africains qui sont à la CPI. Donc, cette démarche-là, cette interrogation, je continue de me la faire. Est-ce que c'est une justice véritablement, une justice équitable? Maintenant, quant à la prise de position de M. Ouattara, bon, je pense qu'il y a un président ivoirien qui lui disait que le temps, c'est un autre nom de Dieu. Nous voyons qu'avec ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, forcément, ça aura la retombée, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région entière. Parce que ce que Blaise, le beau Blaise, comme on l'appelait, cachait, couvert, je pense qu'avec la révolution du jeudi 30 octobre, tout va sortir. Toutes les vérités que nous, militants, nous dénonçons depuis très longtemps, où on nous bâillonnait la bouche, où on nous bâillonnait les esprits, tout va sortir. Parce que j'ai foi que la société civile burkinabé, les partis d'opposition burkinabé mettront en avant ces démarches-là qui ouvrira l'Afrique tout entière. Parce que nous avons besoin que les vérités se sachent sur la mort de Thomas Sankara, sur la mort de Norbert Zongo, sur toutes ces violations, ces crimes rituels. J'ai encore des images, les crimes rituels effectués par le beau Blaise et son clan au Burkina, nous le serons. Et si ça se sait, forcément ça aura des retombées en Côte d'Ivoire, ça aura des retombées au Mali et justice se fera. Et nous osons espérer, je profite de votre micro, que cette communauté internationale-là, qui s'est toujours dit impartiale, mais qui s'invite tous les jours dans les crises ivoiriennes, ou les crises africaines, les crises maliennes, et qui prend toujours du côté où il y a son intérêt, elle saura pour une fois faire la part des choses et véritablement mettre les valeurs qu'elle-même défend, c'est-à-dire les valeurs de la démocratie, les valeurs contre l'impunité, les valeurs des libertés fondamentales pour que enfin vive l'Afrique. Parce que l'Afrique d'hier, l'Afrique avant la colonisation ou l'Afrique post-coloniale n'est pas l'Afrique de 2014. Il est temps que nous, jeunesse, nous nous emparons de ces questions pour sortir notre continent de l'ornière.
Très bien, docteur Kouyaté Oumou, donc je répète, qui est président du collectif des Ivoiriens de France pour la démocratie et les droits humains. Merci pour ce beau plaidoyer. Ce fut un honneur pour nous de vous avoir ici. C'est une première et il y aura une suite parce que nous aimons des gens qui savent des choses et qui viennent les partager avec nos spectateurs. Donc merci à tous d'avoir suivi cet instant Géopo de ce dimanche et merci pour ce 2G Award que j'ai dédié à tous mes spectateurs. À bientôt.